Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble pour le 10h midi. On va commenter l'actualité ensemble avec Sophie de Menton. Bonjour Sophie, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. Ça y est, vous avez un pull avec marqué guilty. Oui, parce que donc par principe, je suis coupable. Vous êtes coupable par principe. Alex Darmon, bonjour, journaliste politique, youtubeur. On peut vous retrouver sur la chaîne Les Indécis. Vous n'êtes pas sur Twitch, si? Si, un petit peu, mais beaucoup YouTube, moi, principalement. Ah bon, d'accord. J'ai regardé Twitch, moi, hier, pour la première fois. J'ai pas regardé. Avec le Premier ministre, j'ai pas vraiment vu la différence avec une interview classique, mais bon. Mehdi Ouraoui, essayiste, spécialiste du discours politique. Bonjour Mehdi. Et bonjour, Jérôme Ripoul. Vous aimez souffrir, Valérie? C'est mon métier, je me dis de souffrir aussi, mais de me dire tiens, je vais aller voir ce que ça peut donner. Donc voilà. Et donc Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Voilà, merci. Bonjour à tous les quatre. On va revenir sur cette situation sanitaire un an après, toujours une gestion calamiteuse. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Ces transferts de malades me rendent malade quand je vois qu'on en est arrivé là. Les reconfinements en Île-de-France, est-il impossible à éviter? Les tests salivaires dans les écoles, plusieurs enseignants m'ont dit vous n'en parlez plus. On a annoncé à grand renfort de communication que tous les élèves allaient être testés. Eh bien non. Non, il y a beaucoup d'écoles où il n'y a pas de tests salivaires. Les vaccins, pourquoi on est aussi nul? Enfin bon, la liste est longue. On n'est pas les seuls, certes, à être nuls, mais on est quand même particulièrement nuls. Enfin, ça, c'était mon petit coup de gueule du matin. On parlera des Césars et puis du compte Twitter de Mila, la jeune Mila, qui a été suspendue. Il y a quelque chose qui tourne quand même pas très rond dans le domaine de Twitter. Coup de gueule, coup de cœur. Alors, est-ce que on va passer tous ces sujets dans un instant. Mehdi, on va commencer avec vous. Oui, un coup de gueule qui n'est pas très gai pour commencer cette semaine, mais qui, à mon avis, est très important. C'est une semaine, la semaine du 15 au 19 mars, qui a été une semaine absolument terrible il y a 9 ans maintenant. Et chaque année, je me dis presque qu'elle est de plus en plus terrible, parce qu'il y a des noms qui n'évoquent absolument rien à la plupart de nos compatriotes. Je pense au nom, par exemple, de Sandler, je pense au nom de Monsonego. Et ces noms, ce sont les noms des victimes de la tuerie d'Otsar Hatorah à Toulouse, le 19 mars 2012. Vous avez raison. Et ils n'évoquent rien pour une raison simple, c'est que dans cette semaine terrible qui est devenue en réalité l'affaire Mera, qui n'a pas été considéré comme un attentat islamiste, nous avons oublié en réalité que c'était le premier attentat de la série. C'était un attentat assez fondateur en réalité, c'est-à-dire que c'était la première fois que les djihadistes frappaient sur le territoire national avec cette ampleur, en frappant d'abord des soldats français d'origine maghrébine. Je pense évidemment aux soldats Imziaten dont la maman est désormais un visage plus connu de nos compatriotes. Mais il y a aussi cette école, en particulier l'école d'Otsar Hatorah, dont on a oublié totalement les victimes. Jonathan Sandler, qui était professeur, ses enfants, Gabriel et Harry Sandler, qui ont été décimés sous ses yeux sur un trottoir par l'islamiste Mera, la petite Monsonego, qui était la fille du directeur d'Otsar Hatorah. Et je pense aussi à un garçon qui a été extrêmement courageux, qui avait 15 ans à l'époque des faits, qui s'appelle Brian Bidjawi, qui a été lui aussi complètement oublié, alors que ça aurait pu être considéré comme un héros national, parce que c'est un gamin qui avait 15 ans et qui portera toute sa vie, qui est encore vivant, qui a été frappé d'une balle au ventre par Mera, et qui portera toute sa vie le souvenir de cet attentat où en plus lui était chargé un peu de la surveillance de la petite Myriam Monsonego, donc c'est quelque chose quand même d'extrêmement violent pour un gamin de 15 ans. Et c'est assez frappant de voir que cet attentat islamiste est devenu dans l'imaginaire collectif l'affaire Mera, comme si c'était une espèce de terrible fait divers, alors qu'en réalité cela concentrait tous les ingrédients de ce qu'on a vécu ensuite avec Charlie du Bataclan. Et d'ailleurs, c'est frappant parce que quand on parle de Charlie du Bataclan ou de Samuel Paty, on entend le nom des victimes. Arnaud Beltrame, on entend le nom des victimes. Et dans cet attentat-là, on n'entend que le nom du coupable. Et donc moi, je voudrais maintenant que chaque année, on entende enfin le nom de ces victimes-là, qui étaient des victimes juives, qui ont été tuées parce que juives,
qui ont été tués dans un attentat antisémite tel qu'on n'en a pas vécu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, une tuerie dans une école juive, et que peut-être le corps national qui ne s'est pas mobilisé, il n'y a pas eu des grandes manifestations comme il y a eu pour Charlie ou pour le Bataclan ensuite, alors pour plein de raisons, hein, il ne s'agit pas que de nous culpabiliser collectivement, mais il n'y a pas eu ces grandes manifestations nationales pour ces enfants qui étaient des enfants français et qui ont été tués parce qu'ils étaient juifs sur le territoire français. Non, mais vous avez raison de le rappeler et de le dire comme ça. Ce 19 mars devrait nous inciter à nous souvenir davantage de ces victimes que de cet assassin terroriste, islamiste, mais vous avez, minable par ailleurs, qui était ça m'évoque aussi, quand vous parlez des victimes ou ce 2 poids 2 mesures, alors ce que vous évoquez effectivement est très précis et vous avez raison de le faire par rapport au terrorisme, mais je m'interroge toujours aussi sur le 2 poids 2 mesures dans la presse. Je vois ce jeune homme, ça me permet d'évoquer ce jeune homme, Mohamed, 19 ans, qui n'a pas hésité à aller porter secours à une jeune femme qui était en train de se faire agresser. Il est quasiment, il a un grand risque de rester tétraplégique. Personne n'en parle de ce jeune homme qui s'est fait planté, et il y a Marin aussi, enfin tous ces gens-là qui font preuve d'un courage exceptionnel et dont on parle peu. Et à côté de ça, parfois il y a des démarches pour des délinquants qui ne le méritent pas. Voilà. Mais je voulais rendre hommage à Mohamed qui aujourd'hui est à l'hôpital Pompidou. Il n'y a pas de joueurs de foot qui ont tweeté pour lui, pour le soutenir. On appelle. Bravo Valérie, si Kylian Mbappé nous entend, si Omar Sy nous entend, peut-être qu'ils peuvent aussi soutenir ce jeune garçon qui n'a que 10% de chance de remarcher. Mais oui, vous avez raison dans l'évocation de tout cela. On va passer à votre coup de gueule, peut-être, Jérôme Ripoul. Oui, alors c'est plus léger parce que c'est vrai que effectivement ces faits sont essentiels à rappeler, hein, et on a trop tendance à les oublier. Et moi, c'était pas un coup de gueule, c'était pas un coup de cœur, c'est un coup de torchon, voilà. C'est le départ, l'éviction d'Emmanuel Faber, donc de la tête de Danone, qui est une grande entreprise française, et qui pour moi illustre les trois échecs. Il y a 3 leçons dans cette histoire. Le premier échec, c'est l'échec du dirigeant. C'est quelqu'un, Emmanuel Faber, qui est arrivé en 2014, qui très rapidement a imposé une image de gars très, très sympathique, charismatique, empathique. On se souvient du discours qu'il avait fait à HEC, très parlant de son frère schizophrène, etc., où il avait mis beaucoup de cœur. Et on s'était dit, tiens, voilà un patron dans la veine de ceux qui l'ont précédé, donc le père et le fils Ribou. Et finalement, dans la crise, quand il était dans la tempête, il est apparu comme autoritaire, comme solitaire, et finalement assez peu fidèle à ses valeurs. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est le premier échec. Alors moi, j'ai entendu ce matin qu'il avait été viré parce qu'il n'avait pas fait assez de profit. Exact. Oui, alors tout à fait. Je vais y revenir. C'est exactement ça, tout à fait. Le deuxième échec, c'est l'échec du capitalisme à la française, d'un certain capitalisme à la française. Il faut imaginer que Danone, c'est aujourd'hui une entreprise internationale qui réalise un chiffre d'affaires peu ou prou, ça peut baisser, de 25 milliards d'euros. Et que ce qui a remis en cause la gouvernance de Danone, c'est un fonds américain qui s'appelle Artisan et qui possède 3% du capital. Donc l'échec du capitalisme à la française, c'est aussi d'avoir des groupes du CAC 40 qui ne sont pas possédés par des petits porteurs, et finalement on aurait besoin d'avoir plus de Français qui possèdent des entreprises françaises en bourse, enfin dans leur capital. Troisième point, c'est l'échec pour moi de la RSE et de l'entreprise à mission. Il avait fait de cette thématique-là quelque chose de fort. Premier coup de Trafalgar, qu'est-ce qu'il dit ? Pas assez de rentabilité, on vire 2000 personnes. On vire 2000 personnes, et donc quel message adresser à tous ceux qui croyaient qu'il avait des valeurs en matière de RSE, d'entreprise à mission, etc. Alors oui, effectivement, Danone n'a pas la même profitabilité que d'autres entreprises, mais est-ce que ça valait la peine de faire passer par pertes et profits pour conserver son poste, ses valeurs ? Et je trouve que tout ça, c'est le résultat. Il faut en tirer les leçons, parce que le départ de Faber, c'est finalement pas une très bonne nouvelle, et ça démontre qu'on est très fragile en France sur nos entreprises et nos grandes entreprises. Vous pourrez en dire un mot tout à l'heure, Sophie. On marque une pause, c'est l'heure des infos. À tout de suite.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. On est ensemble pour commenter l'actualité avec Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Mehdi Ouraoui, essayiste et spécialiste du discours politique. Alex Darmon, journaliste politique, youtubeur, votre chaîne Les Indécis qu'on retrouve donc sur YouTube. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique. On va dire un mot des Césars. On va dire un mot également plus qu'un mot de Mila. Ça rejoint un petit peu aussi ce qu'on a dit avec Malika Sorel, ce que Mehdi a dit sur cette espèce de dysfonctionnement quand même dans notre société. Mais Mila, dont le compte Twitter a été suspendu, je trouve ça extrêmement choquant. Et puis la gestion, encore une fois, très, très compliquée, très calamiteuse du gouvernement. On va parler de tout ça. Peut-être un mot, vous vouliez répondre sur Danone, oui, parce que je partage, mais on peut avoir une autre lecture de ça, du licenciement du PDG de Danone. D'abord, premièrement, en France, les PDG du 440, quand ils sont mauvais, on les licencie jamais. C'est invraisemblable. On a vu de très mauvais patrons qui s'attribuaient, alors que la boîte perdait de l'argent, des sommes colossales. Et donc, ça, c'est pas bien. Alors, pour une fois qu'on licencie un patron, bon. La deuxième chose, c'est que Danone, il faut quand même le préciser, a toujours été exemplaire. Ils ont fait des trucs incroyables pour les pays en distribuant des yaourts qui étaient portés par les femmes. Puis, ils ont transformé les yaourts en biscuits parce que sinon, on voyait des pots de yaourts partout dans la nature. C'est une boîte qui est assez exemplaire. Oui, ce type était bien à l'origine. Qu'il ait été mauvais manager, c'est possible. On l'a sanctionné parce qu'il a fait trop de RSE pratiquement aussi. Enfin, c'est compliqué comme histoire. Bon. Il a fait trop de RSE, donc RSE, je crois c'est responsabilité sociale et environnementale. C'est ça. Et maintenant, alors la dernière chose, et j'en ai fini, c'est qu'il licencie, c'est vrai. Je suis désolée, le licenciement est tabou. Il y a un moment, quoi qu'il se passe, où on est obligé de licencier. Oui, on peut licencier, sauf que quand les bénéfices et les profits des entreprises sont Valérie, mais là, il y a de mal à comprendre. Il n'y a pas de profit. Il n'y a pas de voilà. Mais parfois, on ne comprend pas les licenciements quand il y a eu une mauvaise gestion et quand les patrons profitent. Mais la mauvaise gestion, on peut avoir une mauvaise gestion, mais quand la crise est telle, il y a des licenciements aussi. Le licenciement, c'est inhérent à l'entreprise. Il faut malheureusement le savoir. Mais Sophie, pas dans ce cas-là, quand on est une entreprise qui veut devenir une entreprise à mission, qu'on a un discours RSE, on ne peut pas dire à la première crise, au premier coup de Trafalgar, on dit attendez, on va licencier. On parle de baisse de la profitabilité. Elle est rentable, cette entreprise. Oui, vous avez raison. Cela dit, une boîte qui baisse complètement sa profitabilité, qui est mondiale, qui est cotée en bourse, etc. Je sais, on peut ne pas être d'accord. C'est un des problèmes du capitalisme. S'ils font pas ça, ça plongera et c'est tout le monde qui sera licencié. Allez, Sophie, un coup de cœur pour les entreprises, une fois de plus. Un coup de cœur pour les entreprises, c'est-à-dire que aujourd'hui, on va parler de gestion calamiteuse, etc. Je suis juste, et puis reprend aujourd'hui les négociations sur le dialogue social, ménage à trois, entre parenthèses, l'État est trop. J'ai vraiment un coup de cœur parce que les entreprises se battent. On n'en parle pas. On n'en parle jamais. Elles se battent sur des innovations. Elles se battent. C'est elles qui ont pris le relais de tout. Vous avez parlé des tests salivaires. On n'en parle plus. C'est elles. C'est nous entre guillemets, parce que c'est mouvement éthique. Il y a des boîtes qui sont là. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Tests salivaires. On le fait parce que les écoles sont pas faites pour faire des tests salivaires. On envoie les gens qu'il faut, etc. Très bien. Et pour ça, il faut des laboratoires pour diagnostiquer le résultat du test salivaire. Donc on téléphone au laboratoire privé. Et vous savez ce que nous répondent les laboratoires ? Il y en a 10 sur 20 qui nous ont répondu ça. On n'est pas agréé pour les tests salivaires. Il faut agréer des laboratoires qui font des tests d'une complexité incroyable, qui ont le droit de faire tous les tests. Non. Comme il y a des tests salivaires dans les écoles, on a voulu les agréer pour les tests salivaires. C'est à peu près comme un test de grossesse à lire. Oui, mais on en est où aujourd'hui des tests salivaires dans les écoles ? Je ne sais pas si quelqu'un a des infos. La plateforme Entrepreneurs pour la République, on s'est dit qu'il fallait aller au secours de la République. Et donc, il y a une plateforme où on met toutes les innovations pour lutter contre le Covid pour l'instant. Et il y en a plein. Il y a la peinture antivirale. Il y a, et vous allez, vous le savez Valérie, une boîte qui a trouvé un système pour renouveler l'air. Il y a des boîtes... qui ne sont pas entendues par l'État. Demain, je recevrai le patron d'une entreprise. Personne ne répond. Vous envoyez, vous dites à l'État, on va faire ça. Non. Ils veulent des commissions, des comités, et ils veulent garder la main sur tout. Les entreprises qui pourraient aider
à lutter contre ce virus ne sont entendus nulle part. Non, il y a eu... Demain, je recevrai un chef d'entreprise qui a mis au point un système assez révolutionnaire qui permet vraiment de purifier l'air. Ils ont fait des tests, c'est pas des machins... et pour les boîtes, c'est génial. Et donc, un médecin a mis en contact, a envoyé un mot directement à Olivier Véran pour le lui signaler. Il y a eu 0 retour. Donc, on en parlera demain. Vous vouliez réagir, Jérôme Ripoll? Oui, juste pour aller dans le sens de Sophie. Les Français s'y trompent pas. Un sondage qui vient de paraître chez Odoxa, met en avant le fait que les deux acteurs les préférés des Français dans la gestion de la crise, ce sont les maires, 73%. Ils ont été à la hauteur, dit les Français, et les entreprises arrivent derrière avec 68%. C'est extraordinaire. Donc, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance des Français à l'égard de ce que les entreprises ont fait, soit en conservant leurs salariés ou même des fois en se battant, soit en mettant le télétravail en place, etc. Donc je pense qu'il y a une reconnaissance assez forte. Bien sûr, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, il ne faut pas oublier aussi la part de l'État qui a aidé financièrement les entreprises. Ça, c'est vrai. Non, mais il faut le dire, parce qu'on dit depuis tout à l'heure, on tape sur l'État, sur le gouvernement, on dit que les entreprises ont aidé. Et je suis d'accord, vous avez raison. Moi, je dirige une société avec des gens qu'on a gardés, qu'on a fait travailler. Mais on a eu ces aides de l'État à un moment donné. C'est exceptionnel. Voilà. On a été le pays le plus aidé, mais il ne faudrait pas qu'on le paie par une paralysie et qu'on le paie par l'incapacité de bosser pour les entreprises. Bien sûr. Non, mais surtout, il faut distinguer. En réalité, il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire, il faut distinguer ce qui relève de l'État et de l'aide au fond de la solidarité nationale. C'est-à-dire, effectivement, nous, Français, collectivement, et d'ailleurs, ça se paiera en partie par l'impôt dans les années futures, nous avons aidé nos entreprises qui, d'ailleurs, se sont, pour beaucoup, moi je pense à beaucoup aux petits chefs d'entreprise qui se battent comme des chiens en ce moment, mais aussi certaines grandes entreprises qui se sont adaptées assez vite à la crise et qui ont muté assez vite. On parle du virus qui mute, mais les entreprises ont muté, elles, de façon assez positive pour répondre à la crise, à la rapidité de la crise. En revanche, attention, il y a aussi quand même dans cette crise le premier bilan qu'il faut tirer, qui est le bilan de la bureaucratie des élites françaises. Absolument. C'est-à-dire que quand même, il y a un sujet sur lequel, par exemple, ça a été absolument effrayant, c'est par exemple le sujet du vaccin, où on apprend par des articles que la raison pour laquelle on n'a pas de vaccin français, c'est qu'il y a eu à la tête de l'Institut Pasteur une guéguerre entre deux générations et en même temps deux corps d'origine entre un polytechnicien et un médecin, des guéguerres absolument absurdes qui ont privé littéralement le pays de vaccins parce que ils se sont tellement tirés la bourre. Et ils les ont même privés de tests. Alors, que les types ne se transmettaient. Voilà. Donc il faut aussi tirer la conclusion quand même de cette bureaucratie à la française d'élite qui donne des leçons à longueur d'année sur comment il faut dégraisser, mais qui n'ont pas été capables elles-mêmes de gérer cette crise. Oui. Et ça n'avance pas. La paralysie reste la même. Tout le monde hurle. C'est les titres des journaux. Il ne se passe rien. On va y revenir dans un instant. On va reparler de cette gestion. Juste pour info, effectivement, nous avait annoncé des millions de tests dans les écoles. Je vois un article de Ouest France qui nous dit que dans le Morbihan, des tests salivaires seront réalisés. Premier test dans une école de Josselin. 2 établissements de Lorient et de Pontivy devraient suivre. Donc, je ne sais pas où sont les millions de tests. Modeste. Allez, on y revient. On revient dans un instant avec vous sur Sud Radio. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi et on commente l'actualité. Alors Alex Darmon, votre coup de gueule que je partage, j'étais bien énervé. Et Breton, commissaire européen français quand même, qui déclare hier chez vos confrères d'Europe 1, vous imaginez qu'on ait décidé d'échanger nos données personnelles contre des vaccins comme l'ont fait les Israéliens. Enfin franchement, c'est un peu de décence en fait. Vous vous êtes planté à tous les niveaux, au niveau européen, au niveau national. Aujourd'hui, il y a un pays qui a réussi dans le monde cette vaccination et cette sortie de crise, c'est Israël parce qu'ils ont été, on parlait d'entrepreneurs, ils ont entrepris tout le temps. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a harcelé Pfizer pour avoir les doses. Ça marche et en plus c'est n'importe quoi de dire ça parce que les données, vous savez, c'est comme des sondages, c'est anonyme en fait ces données. On va pas dire lui il a 25 ans, il a été vacciné, il habite telle rue. Enfin c'est n'importe quoi à tous les niveaux et qu'un commissaire européen puisse dire ça du niveau de Thierry Breton, en plus qui est quelqu'un de plutôt franchement intelligent, qui a été ministre dans notre pays et qui pour se défausser entre guillemets raconte n'importe quoi à la radio à 1 heure de grande écoute, je trouve ça vraiment scandaleux, franchement. Mais oui, alors l'ambassade d'Israël en France a répondu.
en disant que c'était un mensonge et que Israël a su faire preuve d'anticipation et de discernement dans la gestion de la crise. Et effectivement, il a dit, vous imaginez, Thierry Breton, ses propos exacts, vous imaginez qu'on ait décidé d'échanger nos données personnelles contre des vaccins en Europe, jamais on n'aurait fait ça. Qu'est-ce qui a pu lui prendre? Parce qu'en plus, il va être accusé d'antisémitisme dans pas longtemps. Comment est-ce qu'on peut annoncer quelque chose d'aussi grave sur un pays? Je veux dire, quand on est à l'Europe, montrer du doigt avec des propos aussi graves, je sais pas, ou alors il a des preuves sous le nez. C'est inimaginable. Non, mais c'est juste qu'il connaît pas le sujet. C'est tout. Oui, mais c'est dramatique, ça. Mauvaise défense, surtout. Mauvaise défense, oui. Mauvaise défense. Attaquer un pays comme ça va. Non, mais surtout dire des contre-vérités. Oui, c'est ça. Attaquer un pays. Après, dire oui, on n'a pas le même nombre d'habitants, ce qui est vrai. Quand vous regardez les chiffres aujourd'hui de vaccination entre la France et l'État d'Israël, en État d'Israël, vous avez 9 millions d'habitants, je crois. En France, vous en avez 65 millions. On a vacciné 7 millions de personnes en France et c'est à peu près l'équivalent en Israël. Bon, peut-être, ça, c'est une défense qui peut être intelligente, qui a du sens de dire on n'a pas le même d'habitants non plus. Quand vous avez vu l'efficacité d'Israël dans tous les domaines. Qu'est-ce que vous dites, Mehdi? Non, je dis, évidemment, on a plus d'habitants, mais enfin, on est une puissance économique. Bien sûr, mais je suis d'accord. Normalement, on n'aurait pas dû se retrouver dans cette. Je suis complètement d'accord. Dans cette situation, j'entendais là tout à l'heure dans le bulletin, des vaccinodromes vont ouvrir, d'accord, mais avec quel vaccin? On entendait ce matin des pharmaciens dire qu'ils n'avaient qu'une dose de 10, qu'un flacon pour 10 doses. On va revenir à tout ça. Je voudrais qu'on dise un mot des Césars, même si vous ne les avez pas vus, parce que je crois que c'était la pire audience de tous les temps. Mais vous avez dû voir circuler sur les réseaux sociaux. Vous avez regardé, vous, Alex? Surtout. J'ai regardé, moi j'adore le cinéma, j'ai regardé, mais quelle tristesse. Mais est-ce que ça a parlé de cinéma un seul instant? Quelle tristesse, franchement. Le moment où on a le plus besoin de rêver dans cette période qui est un peu chaotique, on regarde les Césars, on n'a pas vu de cinéma depuis 1 an, et puis voilà, c'est un meeting politique du début à la fin. Enfin, quelle tristesse, à tous les niveaux. Après, il y a eu un moment un peu joli dans cette soirée, c'est le César de la meilleure actrice, Laure Calamy, parce que voilà, elle parlait de cinéma, parce qu'elle parlait de sa vie, parce que c'est une nouvelle actrice et qu'elle est vraiment nommée meilleure actrice, voilà. Mais sinon, tout le reste, moi je suis terriblement déçu, et de l'animation et des propos, bien sûr, du happening de Corinne Massiero, qui sert strictement à rien, et franchement, ça va pas rendre service au cinéma français, hein. Honnêtement. Non, cette soirée, quelle catastrophe. Ça, et puis des auditeurs qui nous disent, moi j'ai été choquée, on en parle, c'est passé après, un peu au second plan, de cet hommage rendu à Adama Traoré. On aimerait bien entendre le ministre de la Culture sur le sujet. Mais vous savez, moi j'ai été voir le film de Jean-Pascal Zadi après, parce que je l'avais pas vu, et franchement le film est bon, hein. Le film m'a fait rire. Moi j'ai pas tenu 5 minutes. Hein. Moi je trouve que le film est bon, c'est à titre personnel, je trouve que le film est intéressant, qui dénonce des choses. Voilà. Mais moi je suis pas rentré dans le truc, j'ai essayé de le regarder avant les Césars, hein, pour tout vous dire, j'ai regardé 10 minutes, donc je dois pas être là. Moi je l'ai vu après. J'ai pas tout compris. Il y avait un parti pris, mais après, en tout cas, sur ses propos, c'est vrai que rendre hommage à Adama Traoré, le procès est toujours en cours. Il y a quand même eu une indemnisation qui a été faite par la justice à son co-détenu qui l'avait accusé de viol. Donc voilà, c'est bon. Mais effectivement, c'est Corinne Maziero. Alors je vous propose de la réécouter. Alors j'ai un autre costume si tu veux, si celui-là te plaît pas. C'est plus cinéphile, hein. C'est Carrie au bal du diable. Ça va? Oui, c'est trop trash aussi. J'ai le dernier, après il n'y en a plus. Hein. Le dernier, c'est Qui veut la peau de Roger Latermitant. Voilà. Parce que maintenant, on est comme ça, tout nu. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Voilà. C'est important le costume, on a l'air con quand on n'en a pas. Voilà, donc j'aurais juste rappelé à Corinne Maziero que Roger l'intermittent est peut-être l'intermittent le mieux aidé d'Europe. Avec 12 milliards d'aides au cinéma, 12 milliards. 1,2 milliard. 1,2 milliard, oui. C'est déjà pas pareil. Oui. Non, mais d'accord. Non, mais alors attendez, et en plus de ça... Non, mais Roger l'intermittent, évidemment qu'il y a des gens qui souffrent, mais ce qui était particulièrement indécent dans cette soirée, c'est qu'il n'y a pas eu un mot sur le cinéma, 1. 2, il n'y a pas eu un mot pour les soignants, pour les malades, tout ça, c'était mon petit nombril à moi, et j'ai trouvé le discours déplacé. Bon, alors, sur Maziero, moi je la mets un peu à côté parce que je trouve que c'est ce genre de personnage un peu délirant. C'est un personnage très entier. Moi je crois qu'il en faut pour que la vie soit pas non plus totalement ennuyeuse. C'est quelqu'un un peu délirant, moi que je trouve assez marrant. Et par ailleurs, il y a du délirant qui est différent quand même. Laissez-le terminer.
Sophie, je vais finir. Ouais. Mais la vraie question, et puis par ailleurs, il y a un vrai sujet absolument énorme qui est quand même, on parlait des petits entrepreneurs qui crèvent, mais enfin, il y a les, entre guillemets, les petits entrepreneurs de la culture qui sont un artiste, c'est un entrepreneur de soi-même et qui doit toujours se réinventer, qui doit toujours risquer quelque chose. Et donc, c'est évidemment, moi, je pense d'abord à ces gens-là, et je pense d'abord aux artistes qui, quand même, depuis un an, crèvent en réalité, qui ne peuvent pas faire leur métier, de montrer ce qu'ils créent, ce qui est quand même la base de leur métier. Mais sur la cérémonie elle-même, moi j'allais vous dire, moi j'ai regardé les awards des pédicures podologues, ou j'ai regardé les Grammy des bouchers charcutiers. La vraie question c'est, mais pourquoi on nous impose ça depuis des années? Bien sûr. J'adore le cinéma, j'adore le théâtre. Mais ça a fait rêver à une époque quand on voit, alors vous allez me dire, on est des vieux cons, j'adore les comédiens, ils me font rêver, j'adore le cinéma, j'adore vraiment tous les arts visuels, etc. Mais pourquoi on nous impose de savoir ce que Marina Foïs pense de machin, de voir Alors vous savez, j'ai la réponse. Venez récompenser Madame Machin. C'est-à-dire que je suis désolé, mais enfin, il y a une réalité qui est un peu triste pour nous Français. C'est que pour les hamburgers, pour le rock'n'roll, pour le rap et pour les cérémonies comme les Oscars, les Américains savent le faire et nous non. Donc voilà, c'est comme pour les jeans. Alors, mais c'est pas totalement. Je vous donne la parole, Sophie. Ça a été quand il y a eu Édouard Baird, quand il y a eu Antoine Decaune, quand il y a eu Valérie Lemercier. Mais je suis honnête avec vous, même avec Decaune, Chabat et Lemercier, ça m'ennuyait prodigieusement. C'est pas faux. Et je finis là-dessus, simplement, pour les rebelles en peau de lapin, qui quand même se sont fait une soirée pour dénoncer, pour s'indigner, etc. Il y a quand même un nom qui a manqué, et je trouve que Sophia Aram, dans sa chronique ce matin sur une radio concurrente, l'a très bien dit, c'est quand même le nom de Monsieur Bolloré. Parce que, pardon, mais enfin, quand même, tous ces gens étaient sur la chaîne de Monsieur Bolloré, qui vire des comédiens Manu Militari quand ils disent des choses qui lui déplaisent. D'accord, mais qui finance le cinéma français aussi. Oui, il n'est pas un grand progressiste. Mais comme il tient les cordons de la bourse, eh bien, le nom du principe de quand même quelqu'un qui ne partageait, à mon avis, pas tout à fait le programme politique qui a été déroulé pendant toute la soirée, eh bien, le nom de je voudrais juste dire un mot, parce que je trouve que c'est quand même un sacré manque de courage. Je comprends ça, et je comprends qu'on aime le cinéma et que ce soit particulièrement violent, mais je trouve que ça va beaucoup plus loin et que c'est plus grave. Premièrement, c'était violent, c'était des incitations à la violence, c'était du vulgaire, c'était un manque de talent. Et pour des gens qui sont supposés faire preuve de talent, les textes, la vulgarité, c'était pas drôle. Il y avait aucun talent qui aurait pu sauver le coup, parce qu'on peut dire des choses atroces avec talent. J'ai trouvé que c'était épouvantable, et j'ai trouvé que c'était grave parce que c'était finalement un peu une dérive du woke à l'américaine, c'est-à-dire que ce sont des minorités, on veut les extrémistes, il faut faire pitié, le succès n'a pas d'intérêt, il faut plaindre ceux qui n'en ont pas. Donc j'ai trouvé qu'il y avait là-dedans une espèce de mentalité dont j'ai peur qu'elle devienne un peu dominante dans certains milieux français, et donc ça m'a complètement affolée. Et je voudrais en profiter pour rendre hommage. D'accord, c'était la vieille école, à Alain Terzian. Alain Terzian, il a démissionné parce qu'il voulait rajeunir, il a été critiqué. Il n'avait pas tellement le choix. Avec les Césars de l'année dernière, il a été viré incontestablement, il a démissionné, mais il a été viré. Mais il avait fait quand même un cinéma, c'était un producteur qui a fait des films exceptionnels d'ailleurs, et qui a tenu jusqu'à lui. Depuis qu'il est parti, c'était peut-être très bien de rajeunir, mais c'est une catastrophe. Alors, Chris nous dit qu'en l'année dernière, un homme s'est mis à poil, ça n'a dérangé personne. Alors, c'était au Molière, et je pense que c'est pas le fait d'être à poil qui a dérangé. Non. Alors, il y a aussi toutes les menaces, toutes les insultes sexistes qui ont été peut-être notées sur Corinne Mazero. Je pense que c'était le côté extrêmement violent de l'ensemble de la soirée, et que dans son ensemble, c'était un peu le paroxysme de, mettre des tampax aux oreilles. Voilà, c'est se mettre à poil pour signifier que les intermittents sont à poil. Pourquoi pas? C'est un geste de courage. Là, il y avait quelque chose de vulgaire, je pense, tout simplement. Est-ce que moi, j'ai envie de faire référence à ce brave et extraordinaire César qui a remis la sculpture qu'on connaît. C'était une compression, cette cérémonie, de mauvais goût, d'entre-soi. Et ça, je tiens à le relever. Ce qui nous fait plus rêver,
c'est l'entre-soi qui en fait ne parle que de lui. Là où il y avait de la magie dans les cérémonies des Césars, c'était quoi? C'était de voir des gens qui étaient assez extraordinaires, qui étaient pour certains Français des modèles et qui finalement faisaient rêver. On a parlé il y avait Romy Schneider, on se souvient tous de cérémonies avec de Poiré, de Blier, etc. Voilà, des gens qui avaient, Girardot, de la dignité. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a l'entre-soi, mais l'entre-soi de la vulgarité. C'est-à-dire des gens qui parlent à des Français qui sont dans une situation beaucoup plus difficile qu'eux, qui se plaignent en permanence, alors qui critiquent une ministre qui est là. Bon, peut-être elle arrive pas à toutes ses fins, mais on peut dire une chose, c'est que c'est pas la plus mauvaise des ministres de la Culture, Roselyne Bachelot. Et franchement, ne pas la montrer. C'est quand même très planqué, hein. Là, je pense qu'il n'y a pas eu un plan sur elle, effectivement. Il n'y a pas eu un plan sur elle, mais on peut dire ce qu'on veut. Ce qu'on sait, c'est qu'elle monte souvent, elle monte au créneau pour essayer de sauver ce qu'il en reste. Elle n'y arrive pas, bon, ok, mais franchement, être victime comme ça d'ostracisme, c'était nul de leur part. Et est-ce que c'est pas la ministre de la Culture de dire qu'on ne doit pas avoir ce type de spectacle au César? Est-ce qu'elle n'aurait pas dû le dire après? Je pense que si elle dit ça, elle se fait complètement griller, la pauvre. Mais donc, on n'a pas de courage, on laisse tout passer. Non, mais au-delà de ça, au-delà du politique. Mais c'est une chaîne privée, attention. Voilà, en plus, et au-delà du politique, ce qui est très gênant, c'est quand vous voyez sur le. Les gens ont quand même le droit de dire ce qu'ils veulent. Et quand vous voyez sur le dos de Corinne Massiero, rend l'argent comme si le Premier ministre avait volé la culture et volé l'art. Je pense que ça amuse personne de fermer les salles de théâtre, de fermer les salles de cinéma. Et dans tout ça, on ne parle pas du film d'Albert Dupontel, Adieu les cons, dont le nom a évidemment été beaucoup circulé, mais Albert Dupontel qu'on peut féliciter pour son film et pour ses récompenses. C'est lui qui a raflé le plus grand nombre de récompenses. Et c'est vrai que du coup, on ne parle pas de cinéma, on n'a pas parlé de son film, on n'a pas parlé de ça. Voilà. Allez, on changera de sujet au retour. On va parler un mot sur Mila, dont le compte Twitter a été suspendu, et puis de la gestion de la crise du Covid. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, juste une remarque. Je vois des auditeurs qui me disent vous êtes des bourgeois, vous avez été choqués, etc. Le petit peuple a apprécié. Je vais juste vous dire que le petit peuple, beaucoup s'en foutent complètement. Ils ont leur salaire, ils gagnent bien leur vie. C'est pas pour ça qu'ils ne partagent pas et qu'ils ne veulent pas sauver les intermittents. Mais venir en robe Chanel, pleurer, et je pense à une comédienne en particulier qui était particulièrement belle et élégante, mais son film a été subventionné pratiquement à 100%. Elle a fait quelques centaines d'entrées. Donc, il n'y a qu'en France quand même que ce genre de choses existe. Donc, il faut aussi rappeler que ce cinéma est hyper subventionné. Oui, et puis pardonnez-moi, mais le petit peuple, c'est insultant de dire ça. Le petit peuple, il sait ce que c'est que le talent, il sait ce que c'est que la vulgarité, il sait distinguer ce qui est drôle et ce qui ne l'est pas. Et je suis pas d'accord pour qu'on dise que le petit peuple apprécie ce type de spectacle. Mais le petit peuple, il n'était pas sur cette cérémonie. Il regardait les autres chaînes, et on le sait. Je veux dire, les résultats, les résultats de Koh-Lanta, mais le petit peuple, c'est vous, c'est nous aussi. Je veux dire, d'une certaine manière, on n'est pas différent de tout le monde. Et je pense que franchement, dire que le petit peuple regardait les cérémonies, je pense que beaucoup de gens ont décroché. Ils ont dû zapper. C'est ce qui s'est passé. Mauvaise audience pour cette soirée sur Canal+. Donc le compte Twitter de Mila, je voulais vous le rappeler. Donc vous vous souvenez de Mila, cette adolescente qui a dû quitter son lycée, qui vit sous protection policière, alors que ceux qui l'ont agressée continuent à être dans le même établissement. Elle reçoit quotidiennement des messages de haine pour avoir critiqué de manière très crue l'islam dans une vidéo sur Instagram. Elle a été victime d'un raid d'internautes qui l'ont bombardée de messages insultants après qu'elle a publié un dessin datant de la maternelle. Elle s'est fait insulter et elle a répliqué en disant à un individu qui disait qu'il allait la violer qu'il était un puceau frustré. Elle a également promis de violer le dieu de 2 internautes véhéments, et donc ça lui a valu d'être punie par Twitter. Le réseau social lui reproche une violation des règles contre le harcèlement. Il y a quand même un problème avec ces algorithmes. Je ne sais pas qui veut réagir. Peut-être Alex, vous qui connaissez. Vous êtes le plus jeune. Non, mais déjà, je crois que le compte a été rétabli ce matin pour Mila. Il y a quelques minutes, il vient d'être rétabli, son compte Twitter. Oui, il y a un problème avec les algorithmes. En plus, ce qui est encore plus fou, c'est que la personne qui l'a, entre guillemets, dénoncé a été félicitée par Twitter, a reçu un message de félicitations. C'est comme ça que ça se passe sur la plateforme et sur les plateformes des réseaux sociaux. On vous remercie
remercie de dénoncer et d'accompagner au traquage des certaines personnes. Mais au-delà des réseaux sociaux et des plateformes, ça en dit beaucoup sur le harcèlement et le cyberharcèlement dans notre société. Voilà, il y a eu un drame la semaine dernière avec une jeune fille. Là, c'est un autre drame avec Mila. C'est quand même catastrophique parce que cette fille, elle se défend, elle doit changer d'école, et puis elle se redéfend. Enfin, c'est un calvaire ce qu'elle est en train de vivre. Sur les algorithmes, et bien sûr que les plateformes Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, nous on le voit sur YouTube, sur ma chaîne, on se fait quelquefois insulter avec des propos qui n'ont rien à voir avec les interviews qu'on met. Bien sûr que les plateformes ont un rôle à jouer. Et bien sûr qu'il y a très peu de médiateurs sur ces plateformes. Mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Quand c'est automatique et que c'est machinal, s'il n'y a pas de loi et s'il n'y a pas de législation, ce qui est le cas en France malheureusement, vous pouvez rien faire. Voilà, on tourne en rond et on réfléchit sans réfléchir. Oui, juste préciser que l'avocat Richard Malka, qui est l'avocat de la jeune fille, a parlé de scandale en disant la règle sur Twitter, c'est que les victimes sont sanctionnées, les harceleurs récompensés. Et la LICRA, Twitter n'écoutant que son courage qui ne lui disait rien, bloque le compte de la victime sous les applaudissements fanatiques des sycophantes haineux. Voilà. Vous savez, c'est un métier en fait. C'est un métier, les réseaux sociaux, Internet. Vous parliez de Twitch au début de l'émission. C'est un métier. Il faut qu'il y ait des gens, c'est des outils. Il faut savoir s'en servir. Samuel Etienne, alors même si hier l'émission n'est pas extraordinaire, il a ce métier et il a ce background pour pouvoir le faire. Bon, voilà, c'est quand on contrôle pas et qu'on donne, je suis désolé, qu'on donne à tout le monde l'accès, le libre accès, c'est un vrai problème. Mehdi Houraoui. Alors je suis désolé, mais dans l'affaire Mila, le problème, ça n'est pas Twitter. Le problème, c'est la lâcheté collective aujourd'hui qui existe en France à l'égard des personnes accusées d'islamophobie, comme les enseignants qui ont été accusés d'islamophobie à Grenoble il y a quelques jours, comme Samuel Paty avait été accusé d'être islamophobe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accusation d'islamophobie vaut permis de harceler, vaut permis de tuer, vaut permis de menacer. Et donc, cette jeune fille qui est seule depuis plus d'1 an maintenant, il faut dire les choses clairement, elle se fait harceler par des milliers, des dizaines de milliers de messages. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Avec des gens qui dévoileraient votre adresse, qui dévoileraient les noms de vos proches, qui menaceraient de venir vous tuer chez vous, qui, lorsque le nom de son établissement scolaire est dévoilé, elle est obligée d'en changer, elle est même renvoyée de l'établissement parce que le nom de son établissement scolaire a été dévoilé. Et donc, on a aujourd'hui une gamine, parce que, pardon, on a une différence d'âge qui me permet de l'appeler comme ça, mais enfin une gamine extrêmement courageuse, qui est abandonnée de tous. On nous parle de harcèlement scolaire, on nous parle de harcèlement en ligne, cette gamine est abandonnée des pouvoirs publics. On nous parle, je finis là-dessus, on nous parle de MeToo, des droits des femmes. Où sont les gens qui nous parlent de ça d'habitude pour défendre une jeune femme qui est menacée quotidiennement d'être violée? Je comprends bien, mais comment on fait? Je suis désolée. Je finis, Sophie. Où est l'UNEF qui est censé défendre les étudiants quand cette jeune fille perd son statut d'étudiante, de lycéenne, parce qu'elle est harcelée? La vérité, c'est qu'en réalité, elle a une cible dans le dos. Moi, je suis extrêmement inquiet pour elle. Je pense que ça se finira extrêmement mal. Et je suis ulcéré véritablement par le silence, et notamment le silence d'une très large partie de la gauche et d'une très large partie de ma famille politique et de la famille de pensée à laquelle je me réfère d'habitude, quand une jeune fille... Alors comment vous l'expliquez? alors je comprends bien. Sophie. Comment vous l'expliquez? Parce que vous êtes... Et laissé complètement dans les mains de gens qui sont non seulement des gens qui désignent une cible dans le dos, mais en plus demain de potentiels assassins. Oui, mais alors comment vous l'expliquez? Vous, c'est votre famille politique, génération. Mais parce qu'on sait très bien. Vous avez un discours un peu différent. Mais non, mais parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Et au fond, Kinsler, le professeur d'allemand de Grenoble, là, qui a été mis en cause il y a quelques jours, et contre lequel l'UNEF s'est cru malin de dévoiler son nom et de faire des collages dans l'université de Grenoble, eh bien, a très bien décrit comment ça se passe. Quand ça se passe, eh bien, vous en avez 1 ou 2 qui vous défendent parmi vos collègues, vous en avez 20 qui gardent le silence, et vous en avez 30 qui disent « Ah, au fond, c'est un islamophobe et ce qui lui arrive est bien mérité. » Et donc, dans le cas de Mila, ce qui est absolument terrible, c'est qu'on sent bien qu'il y a cette espèce de non-dit de « Ah, au fond, elle l'a bien cherché, elle a dit qu'elle allait violer Dieu. » Eh bien, c'est triste, hein, je suis désolé. Oui, alors, est-ce que je peux dire un mot quand même? Dans une démocratie laïque, on peut dire qu'on va violer Dieu parce que Dieu est une idée. Et donc, on peut tout à fait dire ça. C'est comme ça. Alors, je comprends cette indignation, etc. Je dis sincèrement que c'est horriblement complexe. Ces réseaux sociaux sont quelque chose qu'on ne maîtrise pas sur aucun plan. On ne maîtrise pas contre le racisme, la violence, etc. Donc, les pouvoirs publics, s'ils interviennent,
interviennent, on a vu ce que ça donnait aux États-Unis, c'est immédiatement la censure. Ça devient épouvantable, etc. On lui supprime son compte, c'est de la censure, bon, très bien. Si le politique intervient, n'en parlons pas. Donc je pense que c'est horrible, mais que c'est très très difficile à gérer, et que je me demande, pour la jeune fille, pas du tout pour... je suis tout à fait pour tout ce qu'elle peut dire, si supprimer son compte, c'est pas la protéger en disant stop, on arrête ça. J'ai le droit de dire un mot. Oui, bien sûr, mais non, je me demande... du jean trop serré, non, mais je peux finir ma phrase. Ouais. C'est extraordinaire, tout le monde doit penser la même chose. Non. C'est vraiment extraordinaire. Non, mais sur le fonctionnement des réseaux sociaux, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas de réflexion, c'est un algorithme, il y a un raid, il y a 100 000, 1000 personnes qui disent elle a insulté. Alors, il y a un algorithme que personne ne maîtrise. Vous ne comprenez pas l'algorithme. Personne ne comprend cet algorithme, je suis d'accord. Et c'est pour ça que moi, en tout cas, si j'étais de la famille ou n'importe qui, ces jeunes filles, j'ai envie qu'on la protège et stop. Bien sûr. Et il y a un moment où c'est stop. Et stop, je ne sais pas qui sait dire stop et personne ne sait le faire. Alors, Jérôme Ripoll. Alors, moi, c'est une situation très complexe pour moi parce que il n'y a pas de doute, je suis laïque, je comprends tout à fait le fait qu'on puisse blasphémer. Moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est la violence qui s'en dégage. Et j'allais dire qui se dégage de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y a de la part de Mila une forme de violence qui effectivement parle de blasphème, mais qui vise des individus. Bon, ça c'est un premier point, mais je serai pas je suis clair sur mes lignes laïques. Le deuxième point, je me dis que on est quand même dans un phénomène de réseaux sociaux. C'est le quart d'heure de célébrité. C'est une personne qui a acquis de la notoriété. En un an, elle est devenue ultra connue. Elle a fait la une du Point, etc. Et que ce qui se joue là, est-ce que c'est quelqu'un qui veut en fait rester sur cette ligne et garder une énorme notoriété en créant du bad buzz, ou est-ce qu'elle veut sa tranquillité? Moi, je vous dis quelque chose très très franchement. Je pense que si j'étais dans ce cas-là, c'est moi qui abandonnerais les réseaux sociaux. Et je pense que je trouve anormal effectivement que Twitter vise et ferme son compte. Maintenant, si j'étais dans sa position, ma ligne serait très très claire. C'est ma tranquillité que j'accepterais. Mais Jérôme, c'est la différence. Alors je suis désolé, pardon, mais c'est la différence entre quelqu'un qui privilégie ses idées et quelqu'un qui privilégie le confort de sa vie. Mais c'est pas une idée. C'est pas une idée. Non, mais Mehdi. Mais juste pour répondre. Simplement, moi je le dis, moi je suis plutôt agnostique. Donc je ne m'exprimerai pas forcément sur les différentes divinités, etc. dans ces termes-là. Puis en plus, sans doute je le ferai de façon moins vulgaire, voilà, mais par culture, par habitude, etc. Mais enfin, pardon, elle ne menace personne. Elle a le droit d'exprimer un point de vue sur une idée. Si elle a le droit, je suis désolé, elle a le droit de dire qu'elle veut violer Dieu. Dieu est une idée. Elle pourrait dire qu'elle veut, je sais pas quoi, violer le ciel. Ce serait parfaitement. Mais quand tu dis votre Dieu, votre croyance, c'est tu attaques pas un Dieu en général, générique. Tu le raccroches à des. Attendez, il faut quand même repartir de la base. C'est même pas parler du fond. Voilà. Hier, à la base, c'est un tweet sur un dessin qu'elle retrouve. Un dessin quand elle était en maternelle où elle s'est trompée, elle a écrit pain au chocolat PUN au lieu de PAIN, et elle se fait insulter de raciste, d'islamophobe, de tout ce que vous voulez en dimanche après-midi. Je peux comprendre, et je ne dis pas que je le ferai, je suis pareil que vous, Jérôme. Je pense que je quitterai les réseaux sociaux avant. Mais je peux comprendre qu'on soit énervé et qu'on a envie de répondre, et de répondre avec ardeur et violence à ces insultes-là. C'est tout. Mais après, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut savoir protéger nos jeunes, protéger nos enfants, et je pense même... À 17 ans, on n'a pas la maturité nécessaire. Non, mais attendez, ça vous avez raison, mais dans ces cas-là, ça veut dire qu'il y a aussi un problème d'éducation aux médias dans notre pays. Il y a un problème qui est clair d'éducation aux médias, et que l'école ne joue pas son rôle à ce niveau-là d'éducation aux médias et numérique. Oui, mais attendez, on ne peut pas tout faire, mais c'est quand même un enjeu très important, l'éducation aux médias et au numérique aujourd'hui. Absolument. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de la gestion de la crise sanitaire. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on continue de débattre et on parle de la situation sanitaire, des transferts de malades, du reconfinement potentiel, comme a dit le président de la République, le Premier ministre hier. On n'est pas sorti de l'auberge. Il a réaffirmé hier soir la politique de territorialisation du gouvernement dans l'application des restrictions anti-Covid. C'est vrai que on est à 3% de la population en France qui a reçu 2 doses de vaccin, 5 millions de premières doses, 250 000 vaccins samedi, mais seulement 65 000 dimanche. On voit que l'Italie se bouge, je le disais tout à l'heure, pour essayer de racheter des doses à Israël.
partiel. Enfin, les pays essayent chacun individuellement de faire des choses et en France, on ne voit pas très bien ce qui se passe. Alors, cette semaine est visiblement la semaine de tous les dangers. Est-ce qu'on va pouvoir éviter le reconfinement ? Qui veut commencer ? Moi, je vois pas comment on peut éviter le reconfinement. Sincèrement, surtout en Ile-de-France, quand vous voyez les chiffres, il y a des objectifs qui sont donnés, enfin des objectifs un peu négatifs qui sont donnés. Si on les atteint, on sera obligé de reconfiner. Donc, je pense que reconfiner sans être capable de vacciner, ça sert à rien. Non, mais au-delà de ça, je suis d'accord avec vous, mais même parce que là, moi, je pense qu'il y a des choses à faire. Sauf que ça sert à désengorger les hôpitaux, les réa. On les désengorge déjà un petit peu, et puis le vrai problème, les transferts, ce qui est terrible. On déplace les transferts, 3 malades, 3 malades ce week-end. Je connais aussi bien les hôpitaux, j'ai à Éthique les adhérents qui sont l'hospitalisation privée. L'hospitalisation privée, il y a un recours qu'on n'utilise pas, et l'hôpital n'est pas d'accord forcément pour l'utiliser. Ça commence plus, mais enfin, pas assez. On n'y est pas encore totalement. Et ensuite de ça, je maintiens que confiner pour lâcher les gens s'il n'y a pas plus de vaccins après, ça ne sert à rien. Au-delà des vaccins, excusez-moi Sophie, au-delà des vaccins, on peut reconfiner. On peut faire reconfiner le week-end comme c'est fait à Dunkerque. Oui, on peut mais si on ne teste pas massivement, et qu'on dit aux gens, enfermez-vous. Qu'on confine ceux qui sont atteints. Voilà, mais il faut tester. Je vais vous donner l'exemple d'un salarié intelligent, formidable, DG d'une boîte. Il rentre, il a le Covid, sa famille là. Et je dis, tiens, tu pourrais faire attention, prends ça, je sais pas quoi. Elle me dit, bonne idée, je vais aller à la pharmacie. Je lui dis, mais tu es malade. Et il me dit, non, mais je vais rien là, ça va. Il avait été diagnostiqué variant anglais. Il va très bien. Il voulait aller à la pharmacie. Donc j'ai hurlé, mais il a pas reçu un coup de fil de quelqu'un. Il a pas reçu, pourtant il est intelligent, mais complètement obsessionnel sur sa boîte. Il a pas reçu un coup de fil de quelqu'un. Il n'y a aucune mesure qui sont contactées. Il devrait être appelé lorsqu'il est déclaré contaminé. Tout ça ne se fait pas. Donc la gestion est anarchique. Alors, si c'est pour confiner, pour que de toute façon les gens qui sont positifs aillent se balader, ça n'a pas de sens. Il faut reprendre ça. S'ils sont confinés, par principe, ils seront chez eux, donc ils ne se baladeront pas. C'est quand même le principe. 1 heure par jour aussi. Non, c'est le principe. Oui, mais 1 heure par jour, vous n'allez pas au bureau, vous n'allez pas dîner chez votre petit frère ou votre grand-mère. Donc, on ne va pas au bureau, d'accord, mais on a le droit en principe qui veut intervenir. Jérôme. Oui, je crois que là, c'est de toute façon la poursuite du cafouillage administrativo-technocratique. C'est-à-dire, en clair, on a un État qui a été infichu d'organiser un bon confinement. C'est-à-dire que peut-être la bonne solution, c'est qu'on arrive à des confinements régionaux et qu'on évite d'avoir partout, parce que par exemple à Toulouse, ça se passe très très bien, il y a un taux d'incidence de 220, et ils vont rouvrir. À Paris, c'est difficile. Ce que dit le Premier ministre et qui ne peut pas avouer, c'est que en fait, paralyser la capitale et la première région économique de France, il ne le fait pas comme ça. Et ce qui est clair, c'est que c'est le cafouillage le plus absolu, puisqu'il n'y a plus de ligne. C'est-à-dire, en clair, ils veulent plus de reconfinement généralisé, parce qu'un an après, ça serait une catastrophe. Une catastrophe, et je pense qu'il y aurait vraiment, ça serait il risquerait d'y avoir une explosion sociale. Moi, je crois qu'on est sur de l'étoupe et il faut faire très très attention. Absolument. Donc après, ils n'ont pas de ligne. Sur les tests, c'est le cafouillage le plus total. Sur les vaccins, on n'est pas aidé par les laboratoires, c'est une évidence. Il y a la polémique AstraZeneca, il y a des labos qui ne livrent pas. Bon, je crois que c'est vraiment la conjugaison de l'incapacité de l'État, des problèmes conjoncturels, des labos qui ne nous aident pas. Et je pense que là, la situation, les prochaines semaines vont être très très difficiles. Oui, les prochains jours même, puisque le Premier ministre a dit que quand l'incidence serait de 400 pour 100 000, il envisagerait de reconfiner. Aujourd'hui, on en est à 391. Je vous signale qu'on n'a pas fait la seule chose qu'il fallait faire, c'est réformer l'hôpital. D'ailleurs, le projet de réforme de l'hôpital est catastrophique, c'est pas du tout ce qu'il faut. Et que dans tous les pays, on est capable. S'il y a des lits qui manquent, il faut se débrouiller et essayer de faire des hôpitaux. Non, mais pourquoi pas ? Il y a des hôpitaux. Dans tous les pays, Mehdi Ouraoui. Beaucoup de pays. Le problème depuis le début dans la gestion de la crise, c'est la lisibilité. Alors moi je vois que là, on atteint en gros le nombre de cas lissés sur une semaine, qui est à peu près le nombre qu'il y avait avant
deuxième confinement, enfin le vrai faux confinement d'octobre, novembre, décembre, là. Donc autour de 23 000 cas par lycée sur 7 jours, par jour, hein, évidemment. Chez nous, au Pays Basque et dans les Pyrénées-Atlantiques, on était un département très préservé. On vient de repasser le seuil d'alerte. Enfin, on est autour de taux d'incidence de 50, donc on est quand même quelque chose de très, très raisonnable. Mais ce qui est effrayant, c'est que l'idée de territorialiser la stratégie était plutôt une bonne idée, je trouve, d'ailleurs, qui aurait dû être appliquée bien plus tôt, même dès le début de la crise, en réalité, quand les choses étaient très concentrées dans l'Est, etc. D'éviter peut-être d'ailleurs les mouvements de circulation depuis les zones qui étaient les plus infectées. Et aujourd'hui, on voit bien que le problème du gouvernement est aussi un problème politique, dans la mesure où il n'hésite pas à confiner des zones qui ne sont pas ces bassins électoraux, comme le Pas-de-Calais, où en gros Marine Le Pen arrive en tête au second tour de l'élection présidentielle en 2017, tandis qu'à Paris, où peut-être il y a des réserves de voix, où peut-être il y a une population qui est plus favorable au gouvernement, potentiellement à la prochaine élection présidentielle, on voit bien qu'on a du mal à mettre en place en région parisienne la Seine-Saint-Denis qui est dans un état désastreux. Alors la question se pose, est-ce qu'on pourrait par exemple reconfiner la Seine-Saint-Denis? Les Alpes-Maritimes ou le Pas-de-Calais, on sait que ce ne sont pas des zones qui sont favorables au gouvernement. Soit favorables à LR, soit favorables au Rassemblement national. Et alors les mesures ont été beaucoup plus rapides. Et la Seine-Saint-Denis, on peut reconfiner la Seine-Saint-Denis? Je pose la question. Non, on ne peut pas parce qu'il y a des gens qui travaillent à Paris. Enfin, c'est compliqué si on reconfine, ils ne travaillent plus. Visiblement, c'est pas possible. Moi, je crois que l'idée de reconfiner des départements de région parisienne sans confiner l'ensemble de la région n'a pas de sens. C'est ça, c'est l'ensemble de la région. Non, ce matin, il y avait un médecin qui expliquait que c'était pas possible. C'était le problème d'ailleurs sur le fait de confiner Paris. Bon. Ouais. On ne peut pas, effectivement, mais sur on a quand même une impression, alors peut-être que ce n'est qu'une impression, mais quand même, de navigation à vue. Complètement. Bien sûr. Jérôme Ripoll. Oui, c'est une navigation à vue. C'est une navigation à vue, pourquoi? Parce que le Premier ministre, il évolue entre deux choses. Je pense c'est quelqu'un qui est extrêmement marqué par son parcours dans l'organisation sanitaire, puisqu'il a été directeur général de l'organisation des soins. Il a été directeur du ministre de la Santé à l'époque, Xavier Bertrand. Et donc, il est persuadé sans doute que l'hôpital ne doit pas être embolisé. Et de l'autre côté, il y a le président qui lui dit attention, surtout, ne reconfine pas parce que c'est ultra dangereux. Donc, sa grille de lecture n'existe plus. Elle est complètement passée par-dessus bord. Donc après, est-ce que les confinements... Je pense que la problématique des confinements régionaux, c'est que vous parliez de relations entre la Seine-Saint-Denis et Paris, mais il peut y avoir des départements limitrophes de régions qui seraient confinés et il y aurait des travailleurs d'un département qui ne pourraient pas aller d'un département et d'une région à l'autre. Enfin, c'est le cas quand on confine une région aussi. Hein. C'est moins dense que quand il y a un RER qui... certes, sauf qu'il y a des disparités très très fortes, on le voit aussi, donc entre départements. Donc, tout ça, ça me paraît... Il n'y a pas de ligne. Et politiquement, Emmanuel Macron il tient sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire un non-reconfinement. Est-ce qu'il va pouvoir tenir? Jusqu'à quand? Et puis, est-ce que ça risque pas de lui revenir en boomerang dans la figure avec le nombre de morts? Valérie, pardonnez-moi, mais on n'entend pas beaucoup le président de la République. Il tient peut-être, mais on n'entend pas pourquoi il tient, pourquoi il veut tenir, quelle est sa stratégie. On lit des articles, on entend beaucoup son Premier ministre, on entend beaucoup ses ministres, mais je pense qu'il y a un moment, lui, il va falloir qu'il parle aussi et qu'il vienne expliquer pourquoi il veut tenir à ce point-là. Vous l'avez dit, on est à 391 et à 400, c'est le seuil final. Enfin, je veux dire, ça y est, c'est terminé, on va être confiné. Il faut arrêter de mentir aux gens. Pas forcément. Oui, alors, là, c'est compliqué ce que vous dites, c'est vrai, mais d'abord, il faut quand même dire un peu que l'Italie, elle a tâtonné, elle s'est gourée, elle est revenue en arrière. Personne n'a eu tout bon sur cette histoire. Alors, le président de la République, c'est vrai, a parlé, et si on confine, il est évident que le président doit parler. Je pense que j'aimerais pas être à sa place. Je pense que ce virus est incontrôlable avec des variants plus dangereux et tout. Simplement, d'accord, ils sont pas bons, d'accord, ils font pas confiance, et j'insiste à ceux qui sont près du terrain, aux entreprises, à personne. Donc maintenant, ils vont être obligés de prendre une décision, mais je peux pas. Il n'est pas responsable de cette évolution incompréhensible. Oui, mais Alex a raison. Il se protège. Il se protège actuellement. Emmanuel Macron se protège. Alors,
On l'a vu quand même beaucoup prendre la parole de nombreuses fois. 80% de l'économie française, la région parisienne. C'est pas se protéger, ça. Non, mais quand je dis sur la prise de parole, on voit bien que Macron, qui a eu l'habitude quelquefois d'avoir plusieurs discours télévisés dans la même semaine, on voit qu'il est très très en retrait. Il se protège. Donc il laisse le Premier ministre devant. Bien sûr, et il y a eu un énorme problème dans le fait de personnaliser l'enjeu sur sa propre personne. Complètement. Comme s'il était le garant d'un non-confinement. Et aujourd'hui, en réalité, la décision de reconfiner qui pourrait s'imposer au regard des chiffres, il a du mal à la prendre parce qu'il a promis de ne pas confiner. Et donc, il est coincé par sa propre promesse, ce qui est quand même terrible, parce qu'on est là dans la quadrature du cercle et le pire de la Ve République. C'est-à-dire un président de la République qui n'arrive pas à dire en fait, je pourrais pas tenir ma promesse. Ce sera toujours facile de refaire le match, mais il y a quand même un certain nombre de médecins, d'épidémiologistes qui disent qu'on aurait dû confiner en février et qu'on ne serait pas dans cette situation-là aujourd'hui. Et Brigitte, une auditrice, nous dit l'argent de tous ces transferts aurait peut-être pu être mis dans des hôpitaux. Combien de personnes mobilisées pour un malade en frais de transport, sans parler des risques imposés à ces malades. Et les familles. Absolument. Mais c'est là-dessus où on verra effectivement ce que certains recommandaient. Des hôpitaux de campagne, je suis désolée, à installer aussi. Oui, et l'armée. Et les hôpitaux militaires. On l'avait fait. Mais Alex a raison. Si, quand le taux d'incidence dépassera 400, on n'a plus la possibilité on reconfine pas, ça voudra dire qu'il y a 2 poids 2 mesures et qu'il y a des régions qu'on reconfine quand on atteint le taux d'incidence et d'autres pas. Et là, ça sera un mauvais signal. Allez, merci à tous les 4. On se retrouve demain pour d'autres infos et très bonne journée sur Sud Radio.